Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur d'Ethereum. Aujourd'hui, on regarde sa grosse transformation, hein. On passe de l'idée un peu simple d'ordinateur mondial Oui, à une couche de règlement hyper sécurisée qui est en fait la base d'un écosystème en pleine ébullition. c'est tout à fait ça. Notre objectif, décrypter un peu la techno-clé, les VM bien sûr, voir comment le rôle de l'Ether, le TH, évolue, et puis comprendre l'essor des L2, les solutions de seconde couche. Et les défis aussi. Effectivement. On a pas mal de sources pour ça, des analyses techniques, économiques et même prospectives. Et pour remettre en contexte, Ethereum, il s'est retrouvé face au fameux trilemme de la blockchain, sécurité, décentralisation et la scalabilité, la vitesse, quoi. Le grand classique. Voilà. Et leur choix, ça a été stratégique. On mise tout sur la sécurité et la décentralisation en couche 1, la L1. On devient la fondation solide. Et la vitesse, le volume, ça, on délègue au L2. C'est là que ça se passe de plus en plus. D'accord. Alors, décomposons ça. Au cœur du réacteur, il y a cette fameuse machine virtuelle Ethereum, l'EVM. Pourquoi elle est si cruciale? Tout simplement parce que c'est devenu le standard. Vraiment. Le standard. Oui, de facto, dans l'industrie. Énormément d'autres blockchains l'ont reprise. Du coup, ça crée un effet de réseau énorme. Les développeurs qui savent utiliser ces outils, comme Solidity, le langage de programmation, Oui. ils peuvent déployer leurs applis très facilement sur plein de chaînes différentes. C'est un peu la langue commune, la lingua franca des contrats intelligents. Ces programmes qui font tourner la DeFi, les NFT, enfin tout cet univers. Le vrai pouvoir de l'EVM, c'est l'écosystème qu'il a permis de construire autour. Mais attends, ces contrats, ils sont immuables, c'est bien ça? Si un développeur fait une boulette, c'est gravé dans le marbre numérique pour toujours. Exactement. C'est le revers de la médaille. Une fois que c'est déployé, modifier un contrat, c'est hyper compliqué, voire impossible. Ah oui, quand même. Donc la moindre faille, la moindre erreur, ça peut avoir des conséquences désastreuses et permanentes. C'est pour ça que les audits de sécurité sont absolument vitaux. Et très chers d'ailleurs. D'accord. Risque bien noté. Parlons de l'évolution majeure, là. The merge. Le passage à la preuve d'enjeu, le proof of stake. C'est bien plus qu'une simple mise à jour technique, j'imagine. Ah ouais, largement. D'abord, la conso d'énergie. Une chute drastique, plus de 99%. C'est énorme. Incroyable. Ensuite, ça prépare le terrain pour améliorer la scalabilité plus tard. Et surtout, point très important, ça change la sécurité. Maintenant, les validateurs, ils doivent staker, miser au moins 32 ETH de leur propre argent. D'accord. S'ils fraudent, hop, ils perdent leur mise. Donc ça aligne leurs intérêts financiers avec la bonne santé du réseau. Bon, évidemment, ça attire aussi l'attention des régulateurs, ce mécanisme. J'imagine. Et le TH lui-même, il devient plus complexe, circulationnel. Il paye les frais, le gaz, il sert de garantie en DeFi, et bien sûr, il sécurise le réseau via ce staking. Et cette histoire de monnaie ultrasonore liée à l'UIP 559, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est une thèse économique assez audacieuse. L'EIP 1559. Ça a changé comment les frais sont gérés. Une partie des frais de chaque transaction est brûlée, détruite. Brûlé, hein? Carrément. Oui, détruite. Et la théorie, c'est que si le réseau est très utilisé, il pourrait y avoir plus de TH détruits qu'il n'en est créé par les récompenses de staking. Ah, donc l'offre totale diminuerait. Exactement. Ça rendrait les TH potentiellement déflationnistes. D'où ce terme un peu marketing, ultrasound money, une monnaie qui deviendrait plus rare à mesure qu'on l'utilise. C'est un pari économique fort. Pari intéressant, c'est sûr. Mais revenons au défi numéro 1, la scalabilité. La couche 1, elle reste lente et chère, on est d'accord, et c'est là qu'interviennent les L2 dont tu parlais au début. Précisément. La L1, c'est la sécurité avant tout, mais ça coûte cher en vitesse et en frais. Les L2 et surtout les roll-up, ils contournent ça. Comment? En gros, ils traitent plein de transactions en dehors de la chaîne principale, et ensuite, ils publient juste un résumé, une preuve, sur la L1. C'est beaucoup plus efficace. D'accord. Et il y a différents types? Oui, principalement deux. Les optimistic roll-ups, comme Arbitrum ou Base, qui sont leaders en ce moment en termes de valeur bloquée. Eux, ils partent du principe que tout est correct, sauf preuve du contraire, pendant une certaine période. Optimiste, donc. Voilà. Et les Eka roll-ups, eux, ils utilisent des preuves cryptographiques très avancées, les preuves à divulgation nulle de connaissances, pour garantir mathématiquement que tout est valide dès le départ.
C'est plus rapide pour retirer ses fonds, mais la techno est plus complexe. Donc on gagne en vitesse et en coût avec les L2, mais on entend souvent dire que c'est compliqué pour l'utilisateur lambda. C'est ça le nouveau problème C'est un des gros défis actuels, oui. Jongler entre la L1 et les différentes L2, utiliser les ponts pour passer les actifs d'une couche à l'autre. Les ponts, oui. Ça reste technique et parfois, il faut le dire, risqué. Il y a eu des hacks de ponts assez spectaculaires. Pour que ça touche vraiment le grand public, il faut que toute cette complexité devienne invisible. On n'y est pas encore tout à fait. Et cette activité sur les L2, elle se concentre où principalement? Toujours la finance décentralisée, la DeFi et les NFT? En grande partie, oui. La DeFi à l'Ethereum et ses L2, ça brasse quand même autour de 149 milliards de dollars de valeur. Un truc notable, c'est le staking liquide. Le staking liquide? Oui, via des protocoles comme Lido par exemple. Ça permet de staker tes ETH pour sécuriser le réseau, mais en échange, tu reçois un jeton que tu peux utiliser ailleurs en DeFi. C'est pratique, mais ça pose question. Pourquoi? La déconcentration. Lido contrôle quasiment un tiers de tout le TEH stacké. Ça fait un peu ticket niveau décentralisation forcément. Ah oui, je vois le problème. Et les NFT? Pour les NFT, après la grosse vague spéculative sur l'art numérique, on regarde de plus en plus vers l'utilité des objets dans les jeux vidéo, l'identité numérique, représenter des actifs du monde réel, les fameux RWA. D'accord. Mais tout ça, ça ne peut exister à grande échelle que grâce au L2, pour avoir des transactions rapides et pas chères. Logique. Mais bon, Ethereum n'est pas seul au monde. Il y a la concurrence, on pense à Solana par exemple, et puis surtout, il y a cette menace constante de la régulation, non? Tout à fait. Solana, c'est l'approche différente, monolithique. Tout se passe sur la L1, plus rapide, moins cher, mais au prix peut-être d'une moindre décentralisation, et ils ont eu des pannes assez médiatisées. Oui, c'est vrai. Mais le vrai risque majeur, c'est la régulation, surtout aux États-Unis. La question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que l'ETS, surtout depuis le passage au Proof of Stake, avec les récompenses de staking, est un titre financier, une security non enregistrée, selon le fameux test de Howey? Le test de Howey? Voilà. Si la réponse est oui, l'impact serait sismique pour tout l'écosystème Ethereum et même au-delà. Bon, alors pour résumer un peu cette plongée, Ethereum évolue clairement vers une architecture modulaire, la L1 comme socle de sécurité et les L2 pour l'exécution, pour l'action. C'est ça la vision? C'est ça. Et ce qui est vraiment fascinant, je trouve, c'est la tension qu'on sent. D'un côté, tu as une innovation technique qui bouillonne, avec des solutions assez élégantes, comme les L2, ou cette idée de monnaie déflationniste. Et de l'autre, des défis qui persistent, l'expérience utilisateur qui reste quand même complexe, des risques de centralisation qui apparaissent, comme avec Lido, et puis cette épée de Damoclès réglementaire. Une dernière pensée peut-être pour nous laisser réfléchir. Ça pose une question de fond, je crois. Est-ce que l'écosystème Ethereum va réussir à masquer cette complexité technique pour vraiment séduire le grand public? Ou est-ce que finalement, cette complexité inhérente, plus les incertitudes de la régulation, vont cantonner son usage le plus profond à des cercles d'initiés, des institutionnels, bridant un peu son potentiel révolutionnaire initial? C'est la grande inconnue peut-être.